En formulant une demande d'adhésion au BRICS, Mahmoud Kaka Déby Itno n'est-il pas en train de porter un coup dur à la France-Afrique? Comment en est-on arrivé à la brouille entre Paris et Déby? Le vent du Sahel est-il en train de souffler en direction de N'Djamena finalement? Question au centre de notre forum du jour. Vous voulez, Gilles, travailler et vivre avec des gens qui n'ont aucun respect pour vous, qui, pour vous parler, n'utilisent que la menace, le chantage, les sanctions. Mais comment vous pouvez, en tant que chef de l'État, vous coucher la nuit et dormir quand vous êtes soumis à ces pressions par des gens à qui, a priori, vous n'avez fait aucun tort? Vous, en tant que chef de l'État africain, vous avez en souci la gestion de votre pays, de vos populations, satisfaire à leurs besoins les plus élémentaires. Et il y a des gens quelque part qui sont assis, qui trouvent que vous avez acheté un costume de trop. Qui trouvent que vous n'avez pas le droit de dire bonjour à Poutine. Qui trouvent que. Alors qu'eux-mêmes ne peuvent pas vivre sans Poutine. Sans le blé russe, ces gens-là seraient déjà morts de faim. Sans le gaz russe, mais il y a longtemps qu'ils seraient tous congelés. Sans le titane russe et certaines de leurs armes, ils ne peuvent pas les fabriquer. Sans l'uranium russe, leurs centrales nucléaires seraient déjà au froid. Dites-nous maintenant, mes amis, comme il l'a dit au départ, pourquoi le fait qu'un président africain dise bonjour à l'heure de l'ouverture de la planète, dise bonjour à un autre président, doit être interprété comme un défi vis-à-vis d'un pays qui n'a jamais donné le modèle d'amitié, de fraternité et de droits de l'homme. Il a dit plus que bonjour, parce que je rappelais tantôt l'arrivée à N'Djamena de Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, avec plusieurs accords de coopération. Alors que, pendant longtemps, des accords entre la France et l'Afrique étaient des rapports d'exclusivité. Mais Luc Abaki, ce que je voudrais vous demander, ça veut dire que dans une certaine mesure, le Tchad est insatisfait de sa coopération. Luc Abaki, excuse-moi, tu dis que il y avait des relations d'exclusivité. Et tu sais comment fonctionnaient ces relations? On avait mis au chaud en pole position des rebelles dans le désert. Chaque fois qu'on demande quelque chose à l'hôte du palais présidentiel à N'Djamena, on lui demande quelque chose, il refuse, les rebelles démarrent sur N'Djamena. Ils ont fait le coup à Déby. Les rebelles étaient à 1 kilomètre du palais présidentiel. Les gens ont fui. Déby n'a pas fui. Sa femme, Hinda Déby, une femme, c'est les armes à la main. Elle a dit, s'il faut mourir, je meurs avec toi ici. Elle n'a pas fui. Et elle et son mari, ils ont eu le déçu. L'histoire de la mort de Déby, c'était quoi? C'était comme la fable des rebelles qui marchaient sur Bamako. C'est la même fable qu'on sert. On réchauffe, on change juste de nom. Et on sert aux Africains. Donc, les rebelles marchaient encore sur N'Djamena. Et Déby, qui est un guerrier, un baroudeur, il s'est dit, attends, je ne veux plus rester dans mon palais et ces rebelles vont venir m'encercler. Moi, je vais au front. Il est allé au front. Comment il est allé, il est mort au front? J'étais dit que jusqu'ici, personne n'a la vraie version. Personne n'a la vraie version. Donc, si cette coopération avec l'ancien pays patron marchait, dis-moi pourquoi. Tu sais, la Russie, c'est un pays qui est loin, il fait froid là-bas. Un habitant du désert préférerait aller à Paris qu'à Moscou. Si ça marchait autant, pourquoi à chaque fois les rebelles devenaient de plus en plus forts et empêchaient ces pays-là de travailler, de se développer? Tous les jours, c'est rebelle, c'est la guerre. Tous les jours, c'est rebelle, c'est la guerre. Alors, si maintenant le jeune Kaka Déby trouve qu'il va trouver des partenaires qui vont l'aider à mettre fin à cette guerre, mais tant mieux, parce que les autres voulaient quoi? Garder le Tchad, en faire un territoire, un bastion où on stocke les journalistes et les terroristes, et comme je vous l'ai dit la dernière fois, on fait des lots de terroristes qu'on distribue à nos pays. Mais le Tchad a refusé de servir de bastion d'où on va distribuer les terroristes à nos pays.
Ça déjà c'était grave, ce n'est même pas parce qu'il est allé en Russie, c'est ce refus de servir de base arrière pour attaquer le Niger qui est à la base de tout. Donc ne me dis pas, ah, il y avait coopération. Il n'y avait pas coopération. Il y avait un désir permanent d'infantiliser, hein, d'affaiblir ces pays pour qu'ils soient toujours en train de ramper devant les autres. Lucas Baki, on accepte un nouveau partenaire parce qu'on est satisfait de la relation ou bien c'est pour le désir de collectionner? Non, il y a une certitude. Je pense qu'on a toujours rappelé. Nos États n'ont jamais été indépendants. Même si sur le plan politique, il y a eu une déclaration d'indépendance dans les années 1960, on a bien compris qu'un pays comme la France, qui ne jure en réalité que par les ressources des pays africains, que par une domination et une influence qui donne son aura actuelle et qui légitime sa position au Conseil de sécurité des Nations Unies, et ce contexte fait que la France ne peut jamais et en aucun cas considérer nos États comme des États souverains, donc en mesure de décider par eux et donc de s'assumer par eux. Voyez, dans un tel contexte, et vu les habitudes auxquelles donc on est rattaché, il était inconcevable qu'en fait un pays, surtout de l'espace francophone africain, puisse oser avoir des partenariats qui puissent donc transcender la marge de manœuvre de la France. Et donc on a plusieurs fois parlé ici des accords coloniaux qui engluent nos États dans une forme de rigidité et de dépendance littérale vis-à-vis de la France. Et donc cette habitude-là a été consacrée sur des années. Maintenant que vous avez vu qu'il y a une nouvelle dynamique qui a été amorcée au niveau du Sahel, avec précisément le Mali, le Burkina Faso et le Niger, cette dynamique-là a commencé bien sûr à effriter cette influence pernicieuse et pécamineuse qui empêche les États africains d'oser entreprendre, d'oser initier, d'oser se fixer des objectifs et définir une vision pour leur peuple. Et donc dans un tel contexte, lorsque vous êtes un dirigeant neuf, comme Kaka Déby, même si il est redevable vis-à-vis de tout le système qui a été mis en place et qui a défini les relations entre le Tchad et la France, et même si le contexte de son arrivée au pouvoir n'est pas salutaire, il est évident qu'étant encore jeune, sa redevabilité n'est pas aussi ancrée que celle de son papa, encore que le papa, à un moment donné, avait commencé à dénoncer les actes maladroits, malsains de la France vis-à-vis de son régime et vis-à-vis de l'ensemble des régimes du Sahel, etc. Et cela peut même expliquer le fait que finalement il a été froidement abattu, voilà, au front, parce qu'à un moment donné il était rentré dans une logique de défiance de la France. Il a commencé par être gênant avec beaucoup de révélations. Absolument, et en tant que militaire, il était en train d'évoquer des faits de l'histoire qui explique qu'en réalité, la France n'est pas dans un contexte de partenariat gagnant-gagnant, mais elle est dans un contexte de servabilité qui oblige nos États, en tout cas nos dirigeants, à ne faire que sa volonté. Donc, dans un tel contexte où aujourd'hui, les paradigmes géopolitiques sont en train d'être défaits de façon littérale, on se rend compte que un président comme Kaka Déby décide bien sûr de marquer son temps, Malheureusement, il a des faiblesses et des carences dont on peut effectivement parler. Néanmoins, le fait qu'il puisse oser avoir, en tout cas, de nouveaux partenaires, comme la Russie, en tout cas des pays des BRICS, montre évidemment qu'il a envie de s'affranchir de cette habitude-là qui plonge nos États dans une forme de routine qui les vassalise, qui leur donne le sentiment d'être des courtiers tout simplement de la France et en tout cas des puissances occidentales. Il est impératif, en tout cas c'est une dynamique qui me semble irréversible, d'autant plus qu'aujourd'hui l'aspiration à la souveraineté, à la liberté et à la capacité de décider par soi devient évidente parce que il y a une dynamique qui est déjà amorcée et l'opinion est en train de s'élever à travers l'Afrique pour appeler à cette liberté qui est inhérente à la nature humaine. Vous voyez? Donc oui, la France défend ses intérêts, considère que lorsque son influence commence à s'effriter, son hégémonie s'effondre, et il y a une des lézardes et beaucoup de choses qui donnent le sentiment que la France ne peut plus exister. En tant que puissance occidentale, dans les années qui suivent, il faut bien qu'elle se défende. Voilà pourquoi elle corse
la dynamique du chantage et des menaces, etc. Mais ça ne peut plus prospérer parce qu'en réalité, c'est une question d'état d'esprit. Et l'état d'esprit des États africains aujourd'hui est en train d'être refait. Il y a un reparamétrage du mental du dirigeant africain qui fera que finalement, à un moment donné, si la France ne revient pas à la raison, pour considérer les États africains comme étant des États souverains, donc capables donc d'initier des choses, évidemment, à un moment donné, c'est elle-même qui va s'écrouler et s'effondrer, littéralement. Forum. L'émission des grands rendez-vous. Je vous donne la parole tout à l'heure. C'est le temps de rappeler aux téléspectateurs qu'ils peuvent contribuer à la richesse de l'émission. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions, vos contributions via WhatsApp. Plus 228 96 08 43 43. New World Forum fera le devoir de vous servir. New World, la chaîne des grands événements. N'oubliez pas que les grandes compétitions ont commencé avec la Champions League. Désormais à suivre sur New World. Si vous n'êtes pas au Togo, si vous n'avez pas de décodeur, pas de problème, rapprochez-vous de votre opérateur de téléphonie mobile. Vous avez la télé en streaming, en OTT également. Vous souscrivez et puis vous regardez le match en toute tranquillité. Est-ce que cette demande du Tchad de se rapprocher des BRICS, d'adhérer carrément au BRICS, puisque le Tchad est invité au prochain sommet en octobre, est-ce que cette demande va prospérer? Et avant même ça, je voulais dire quelque chose. Vous savez, nous venons, nous parlons, des gens nous écoutent. Et ceux qui nous écoutent, mais ils ne sont pas tous allés à l'université. Mais le débat les intéresse, ça les passionne. Il y a des choses, il faut leur expliquer. Et aujourd'hui, continuer à diaboliser nos pays juste parce qu'ils veulent louer des relations avec la Russie, il faudrait qu'on explique à ceux qui nous écoutent que, en réalité, sans la Russie, les pays européens n'existent pas. Sans le blé russe, ils vont tous être plus affamés que le Bangladesh et la Somalie. Que sans le gaz russe, je l'ai déjà dit, ils seront tous gelés. Rien qu'au premier semestre de 2024, la France a importé pour plus de 600 millions d'euros de gaz russe. Oui, mais vous avez dit importer, c'est du commerce. Oui, mais eux, ils ont décrété des sanctions contre la Russie. C'était du commerce aussi. Et leurs produits, ils ne les donnaient pas gratuits à la Russie. Mais ils ont refusé, tu t'imagines. Donc, il faut que nos populations comprennent que la Russie est le pivot du succès de la vie de ces pays-là. Récemment, qu'est-ce que Poutine a dit? Mais puisque tous les jours ces sanctions, ils en ont tellement fait de sanctions que si vous tombez même sur le meilleur expert de Bruxelles pour lui demander mais finalement combien de sanctions vous avez décrétées contre la Russie, il ne va pas se retrouver. Poutine dit écoutez, il est temps que nous aussi on pense à faire des sanctions. L'uranium on arrête, le gaz, le pétrole. Non, il n'a pas parlé de gaz et de pétrole. Le titane on arrête, comment on appelle ça, ce qui sert le lithium on arrête. Mais ça dit que Poutine est en train de signer l'arrêt de mort de ces pays un à un. Mais tu ne vois pas que Poutine finalement est l'homme le plus gentil de la planète. Après toutes ces sanctions-là, lui il est en train de leur vendre tout ça là. Tu ne vois pas que ce type, mais c'est un envoyé de Dieu. C'est comme ça que je parle, on dit non, qu'il défend Poutine. Mais je défends le bon sens. Si lui il était méchant, cynique, cruel comme vous, et vous refusez ces choses-là, comment vous seriez en train de vivre pour avoir encore assez d'énergie pour venir torturer les Africains? Donc, moi, je dis ceci. Si l'Europe, je ne cite même pas le nom d'un pays, si l'Europe veut en Afrique qu'on soit partenaire, mais nous serons les meilleurs partenaires qu'ils puissent trouver mieux que nulle part. Mais s'ils veulent des esclaves, nous, on leur dit que l'Afrique refuse l'esclavage. Et que façon dont c'est parti, ils peuvent talonner, exécuter nos dirigeants dans l'AES ou partout, ça ne changera pas. Parce que ces dirigeants de l'AES là, ils ne sont que l'illustration de la volonté de leur population. Donc, ou bien vous venez, on change de discours, on tisse des partenariats, on est des amis, ou bien vous voulez encore des esclaves à envoyer dans vos plantations de canne à sucre et de tabac en Louisiane, et je vous dis ça ne marche pas. C'est tout.
On n'a rien contre personne. Poutine, lui, il est assez gentil, parce que Poutine, il n'a pas que Satan d'eux. Il n'a pas que Satan d'eux. Il a des choses qu'il vous donne tous les jours. Mais vous n'en parlez pas. Les médias là-bas ne disent jamais que sans le gaz russe, ben, ils sont foutus. Sans le pétrole russe, ils sont foutus. Sans l'uranium russe, ils sont foutus. Sans comment on appelle ça, pour faire les batteries là. Lithium Russe, ils sont foutus. Il faut que leurs médias le disent. Eux qui connaissent tout, qui font les grandes analyses savantes, mais il faut qu'ils disent ça à leur population. Nous, on a le devoir ici en Afrique de dire ça à nos populations pour que chaque fois qu'un de nos chefs d'État s'approche de la Russie, qu'on n'arrive pas avec leurs médias toxiques à retourner nos populations contre ce chef d'État. Parce qu'il est reproché à la Russie d'être exportatrice de dictature et de... Bon, à l'heure où nous sommes... À l'heure où nous sommes, la dictature est la meilleure forme de gouvernement. Les choses... Chine, dictature. C'est comme ça qu'ils appellent d'ailleurs. Corée du Nord, dictature. Russie, dictature. C'est les plus forts aujourd'hui dans le monde. Je demande toujours aux Africains. Voulez-vous être avec les plus forts ou les plus faibles? Choisissez. Non, je pense qu'en fait, l'Occident est en train de nous distraire. Et il faut vraiment qu'on se montre suffisamment lucide. En réalité, la vocation d'un dirigeant, c'est de s'occuper de son peuple. Et donc, il a cette responsabilité de réfléchir et de voir avec la plus grande minutie les méthodes par lesquelles il peut atteindre cet objectif qui est d'épanouir son peuple. Et donc, aujourd'hui, lorsque un pays essaye de nouer des relations, c'est encore l'Occident qui commence à parler, à nous critiquer, etc. Et d'où point où nous sommes distraits et on oublie qu'en réalité, la responsabilité de nos dirigeants, c'est de travailler pour nos peuples. Oui, il est important pour ces dirigeants-là de chercher à nouer des relations avec les BRICS, avec la Russie, avec la Chine, etc., etc. Mais il est opportun pour nous, leaders d'opinion, de leur rappeler qu'il est important de travailler pour assainir la gouvernance intérieure, de sorte que chaque citoyen puisse se sentir concerné par ce qu'ils sont en train de faire. Nous parlons aujourd'hui du Tchad, oui, mais je pense que le président tchadien, Kaka Déby, fait bien d'oser chercher des partenaires, mais il ferait beaucoup mieux aussi de commencer à assainir sa gouvernance intérieure. Le fait de marcher sur les citoyens tchadiens, le fait de brimer les droits des citoyens, le fait de ne pas œuvrer pour que les salaires soient de façon épanouie, pour que les citoyens puissent contribuer à la création de la richesse nationale, est une faiblesse majeure qui explique que nos dirigeants sont obligés de naviguer de partenaire en partenaire sans pour autant tirer profit du contexte géopolitique et stratégique très intéressant qui devrait leur permettre de tirer les marrons du feu. Et donc, oui, nous pensons que l'Occident exagère. Nous pensons que nos dirigeants doivent aussi commencer à développer d'autres partenariats. Mais la clé névralgique de la gouvernance qui pourrait amener nos États à avoir des voix qui portent, c'est l'assainissement de la gouvernance intérieure. C'est le fait qu'on mette l'être humain au cœur de toutes les stratégies et de tous les choix politiques, pas à travers la gouvernance d'État. C'est ça qui est important. Et donc je pense que oui, nous défendons le fait que nos dirigeants soient en mesure de composer avec tous les partenaires du monde. Mais la condition de base, c'est qu'ils comprennent que leur responsabilité est liée à la manière dont ils sont responsables vis-à-vis des richesses nationales, des ressources disponibles, vis-à-vis des citoyens pour lesquels ils sont censés travailler. Maintenant, ma question, est-ce que ça va prospérer, la demande d'adhésion au BRICS? Oui, ça va prospérer, je vais te dire pourquoi. Parce que tu viens de dire que la Russie exporte la dictature. Mais Gilles, soyez sérieux. Dans les pays où on ferme les médias dissonants, si tu ne dis pas ce que veut le prince, on ferme. Mais nous, les pays où on a vu, on faisait ça, c'était dans l'ancienne Union soviétique. C'était dans l'ancienne Cuba. C'était chez Kim Jong, les Kim, en Corée du Nord. Donc, mais dans les pays qui veulent nous convaincre qu'ils sont démocratiques, tous les journaux qui ne disent pas, décrivent pas et ne rendent pas hommage au prince, on les ferme. Ça, c'est un.
c'est dans ces pays démocratiques qu'on fait des élections. Poursuivre les activistes. Oui, oui. Dans ces pays démocratiques, quand on fait des élections, un parti gagne et doit présenter un premier ministre, mais on cherche le premier ministre comme un malfrat. Et on prend quelqu'un, on le met. C'est Poutine qui a décidé ça. C'est un acte hautement dictatorial. Est-ce que c'est Poutine qui a décidé ça? C'est dans ces pays où, comme à Kiev, en Ukraine, il faut faire des élections sous prétexte de la guerre. On ne fait pas d'élections et un non-élu siège là-bas, il fout le bordel, il fait tuer des milliers d'Ukrainiens par jour. Est-ce que c'est Poutine qui lui a dit de ne pas organiser des élections? On organise des élections au Venezuela. Maduro gagne. L'Union européenne se réunit à Bruxelles pour dire que non, leur vainqueur c'est elle. Est-ce que le Venezuela se trouve en Europe? Ça, c'est pas la dictature. Est-ce que c'est Poutine qui dicte ça? Donc aujourd'hui, le monde a changé. Le monde démocratique est devenu le monde dictatorial et le monde dictatorial est en train d'évoluer vers le monde démocratique. Il faut qu'on explique ça à nos auditeurs, qu'on sorte des vieux schémas, parce que ce que tu dis là, c'est les vieux schémas. Poutine, il y avait la guerre, l'Ukraine fait la guerre contre qui? Contre la Russie, mais la Russie a fait les élections. Pourquoi lui, il n'a pas fait d'élections? Mais il est soutenu par ceux-là qui ne jurent que par les élections démocratiques. Donc, je crois que ce cinéma-là, il faut l'arrêter. Maintenant, si ça va prospérer ou non. Mon ami, l'avenir du monde, c'est les BRICS. C'est le seul cercle où les gens discutent d'égal à égal. Où un pays comme le Tchad peut discuter d'égal à égal avec un autre pays comme l'Afrique du Sud, comme le Brésil, comme l'Iran, comme l'Arabie Saoudite et comme l'URSS et l'Inde. C'est le seul cercle. Les autres, on te voit sanctions. Tu n'as même pas ouvert la bouche pour dire quel problème tu as. Sanctions. Mais attends, comment tu peux vivre comme ça? Hein? Tu n'as même pas encore parlé. Sanctions. On te punit. Donc, les BRICS ont de l'avenir. Et si aujourd'hui, le désir du Tchad d'aller dans les BRICS doit poser des problèmes, donner des cauchemars aux faiseurs de roi de N'Djamena, c'est parce que ce n'est pas le simple fait d'aller qui pose problème, c'est la monnaie. Parce que N'Djamena sait qu'on ne peut pas aller dans les BRICS avec la monnaie de singe de 60 ans. Non. Ben justement, comment il y a quand même surmonter ces obstacles? Il y a quelque chose de paradoxal. Vous vous rappelez qu'au sommet des BRICS à Johannesburg en 2022, en août 2022, le président français, du haut de son piédestal, demandait à participer à ce sommet. Ça veut dire qu'il comprend très bien tous les enjeux qu'il y a autour des BRICS et l'alternative que constitue en réalité les BRICS. Donc malheureusement, on a décliné gentiment son offre. Et donc du coup, vous comprenez qu'il puisse éventuellement être jaloux de ce que lui, en tant que puissance de référence pour les pays d'Afrique, qu'on puisse lui refuser cela et que une colonie sortie de nulle part, qui en réalité ne représente rien sur le plan géopolitique, puisse avoir l'audace de formuler une demande pour adhérer au BRICS. D'avoir été invité d'ailleurs, puisque le Tchad est invité au prochain sommet des BRICS. Voyez-vous, on décline l'offre d'une puissance comme la France, et puis donc on invite un pays comme le Tchad. En réalité, pourquoi les BRICS sont aisés à inviter certains pays d'Afrique, etc. C'est à cause de leur potentiel. C'est à cause de leur position géopolitique, stratégique, qui constituent en réalité des alternatives et permettent justement aux BRICS de créer le rapport de force. Rappelons simplement qu'un pays comme le Tchad, qui représente 1 284 000 km², avec plus de 17 millions d'habitants, regorge des ressources énormes, voyez-vous, stratégiques. Et donc, avec des États de cette nature-là, il faut composer. Donc, les BRICS ont tout intérêt à piocher certains pays stratégiques en Afrique, à partir desquels ils peuvent avoir l'assurance de disposer des ressources naturelles qui permettront donc d'alimenter l'industrie et donc accroître la création de la richesse nationale au sein des BRICS et contrebalancer justement la puissance aujourd'hui des pays de l'Occident. Vous voyez? Donc autant les pays d'Afrique ont intérêt à composer avec les BRICS, autant les BRICS, pour affirmer
leur force, leur aura et leur présence sur le plan géopolitique doit pouvoir composer avec ces États-là. Vous voyez qu'au sommet de Johannesburg, ils ont coopté un certain nombre de pays, comme l'Arabie Saoudite, vous voyez, et comme l'Éthiopie, etc. C'est parce que, bien sûr, il y a un besoin de création de rapports de force sur le plan des potentialités, sur le plan géopolitique, sur le plan stratégique, etc., etc. Et donc, je pense que les BRICS ont commencé un chemin qui risque d'être un chemin royal, d'autant plus qu'il suffit de capitaliser le potentiel existant, rationaliser la gestion, faire en sorte qu'on puisse créer des structures émergentes dans le domaine de l'investissement, du développement, etc., etc. Et on va contrebalancer l'hégémonie du dollar et l'influence que les pays occidentaux ont. Donc, oui, est-ce que ça va prospérer? Ça va pouvoir prospérer, mais à cette condition, comme je l'ai dit, que nos États commencent aussi à se montrer sérieux du point de vue de la gouvernance, du point de vue de l'assainissement des finances publiques, etc., du point de vue du projet d'épanouissement des citoyens. Tout cela doit pouvoir participer à mettre l'être humain au cœur de tout, et donc qui montrera que, mais oui, par rapport à tout ce qui se faisait hier, et qui semblait créer des clivages à tout point de vue, aujourd'hui, les BRICS donnent une alternative qui doit pouvoir aboutir à l'épanouissement du monde. La question de la monnaie, comment régler la question? La question de la monnaie, c'est comme actuellement les pays. Oui, c'est comme actuellement les pays de l'AES. Eux aussi, ils iront dans les BRICS, c'est automatique. Donc, rien ne les empêche de s'entendre avec le Tchad, d'avoir une monnaie et d'aller dans les BRICS. Parce que, mais le Tchad, justement, et regarde une carte de l'Afrique. Quelquefois, il faut nous projeter des cartes que les gens voient de quoi il s'agit. Le Tchad est au cœur de l'Afrique. Il touche l'Afrique équatoriale jusqu'à Centrafrique. L'Afrique du Nord, le Sahel et le Sahara, jusqu'à la frontière avec, je crois, la Libye. Tu te rappelles, à une époque où la Libye de Kadhafi voulait prendre la fameuse bande d'Aouzou, mais il ne la prenait pas juste pour augmenter ses déserts, il en avait assez, mais parce qu'il y a des richesses, il y a tout. Et à l'est, tu as le Soudan. Et de ce côté, au sud jusqu'en bas, vous avez le Cameroun. Le Cameroun. Et puis de l'autre côté, à l'ouest, il y a le Niger. C'est-à-dire que les pays de l'AES, pour lesquels on voulait faire du Tchad un bastion de déstabilisation. Donc, le Tchad est au cœur de l'Afrique. Tu ne peux pas tenir l'Afrique si tu ne tiens pas le Tchad. Donc, les BRICS sont trop heureux de les inviter et de les traiter comme des hommes. Et non pas comme des esclaves. Ah, combien de slips tu as acheté à Paris? C'était trop, c'est des biens mal acquis. Tu as acheté un chapeau. Non, c'est pas bon. On va pas au BRICS pour faire ce genre d'inventaire à la Prévert, des petits achats des chefs d'État. On sait ce qu'un chef d'État doit porter. C'est dû à son rang. Qu'un chef d'État achète des habits pour 900 000 €, les Européens, ils en achètent autant. Oui, mais je ne sais pas si la réalisation pourrait nous trouver rapidement la carte de l'Afrique, mais si le Tchad rentre dans le giron des BRICS, ça va élargir l'horizon du Sahel, parce que ça va quitter le Mali, le Niger, descendre par le Tchad, et ça coupe même avec le ou la Centrafrique. Ouais. Oui, naturellement. Ça fait tache d'huile, là. Dès ma première intervention, j'ai parlé déjà du départ des forces françaises du Centrafrique et de son départ aussi du Niger. Mais pourquoi les forces françaises étaient-elles dans ces pays-là, malgré la proclamation des indépendances, etc. Nous comprenons tout simplement que c'est pour des questions d'influence géopolitique, voyez-vous. Et donc, à partir du moment où un pays comme le Tchad, qui est stratégique, comme l'a décrit tout à l'heure l'ambassadeur, ça veut dire que la présence française en Afrique s'effondre d'elle-même. Voyez? Et là, l'enjeu est tellement grand parce qu'en réalité, la France, pour ainsi dire, ne jure que par les États africains pour se maintenir dans la position de puissance qu'elle a aujourd'hui.
Vous voyez? Et donc c'est de bonne guerre si elle se défend et elle empêche que, bien sûr, nos États puissent oser une telle migration très dangereuse pour l'économie française, pour la puissance française, pour tout ce que la France projette aujourd'hui au sein, voilà, de l'humanité. Vous voyez? Mais il appartient, je l'ai dit à plusieurs reprises, qu'il appartient à nos États de comprendre que dans un contexte comme celui-ci où les puissances occidentales sont devenues très frileuses et puis s'agitent autour des initiatives qui sont en train d'être prises au sein même de nos États, il leur appartient de se montrer encore plus cohérents et plus audacieux, de sorte qu'ils puissent persévérer dans des choix lucides permettant à nos États de s'épanouir véritablement et d'assumer au moins pour une fois leur souveraineté, sans quoi ils risquent de s'éteindre si jamais ils restent ballottés entre les blocs occidentaux et les blocs de l'Est, etc., etc. Ça risque d'être extrêmement dangereux. Leur voix ne pourra porter que si ils commencent à prendre conscience, parce qu'en fait, la colonisation et tout ce qu'elle a eu comme corollaire, la conséquence première, c'est le doute qui a été semé dans l'esprit du citoyen africain, qui a le sentiment qu'en réalité le meilleur risque n'existe qu'ailleurs, et que donc sa vie ne peut avoir de sens que si il s'allie, voyez, vu par une forme de mimétisme naïf à ce que font les Européens, les Occidentaux, etc., etc. Ouais. Aujourd'hui, notre potentiel, il est sérieux, et donc il faut changer le paramétrage mental et comprendre qu'en fait nous sommes une puissance en potentialité et on ne pourra l'affirmer, l'assumer et la rendre effective qu'à partir des actions concrètes qui permettent d'asseoir les socles d'une nouvelle gouvernance et de le développement effectif de notre continent. Une pause s'impose pour des impératifs commerciaux. Nous nous retrouvons dans une dizaine de minutes pour la suite. La fin de New World Forum, et on abordera également l'aspect AES Tchad. Est-ce que le vent du Sahel n'est pas en train de souffler sur le Tchad? À tout de suite pour la Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.